Le point. Bonjour à tous, bienvenue dans le Tacle du lundi, le podcast consacré au foot du point et diffusé tous les lundis. Voilà, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Nous vous avions quitté au lendemain du triomphe romain des hommes de Mancini. Alors nous sommes allés voir notre président qui nous a renouvelé notre confiance. Il nous a renouvelé sa confiance, devrais-je dire. Donc on est très confiant. Il paraît qu'on a fait la même chose pour Claude Puel. Donc je ne sais pas si on doit bien le prendre, parce que quand un président renouvelle sa confiance, normalement ça dure 3 semaines. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Du coup, nous sommes tous là, tous sauf... Notre société, c'est comme une montgolfière. Si tu veux que ça monte, il faut lâcher du lest. Ah oui, nous avons lâché du gros lest, puisque Olivier Perroux a été transféré, faute de bonnes performances sur le terrain du tacle. Il taclait souvent à contre-temps et à contre-nature, donc voilà, il a été expulsé et on ne veut plus le voir. Mais nous avons quand même une équipe de champions du monde, l'aristocratie des fans de foot du point, c'est dire. Il a gagné l'Euro, mais il n'a pas gagné la Ligue des Nations, le Turinois Julien Rebucci. Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Vous avez passé de bonnes vacances ? Excellente. C'était loin déjà, parce que nous on reprend en octobre. Oui, c'est le temps de fêter le succès de cet été. Qu'est-ce qu'on a fait pendant un mois ? Pendant un mois, on a étudié pour essayer d'améliorer le podcast et on a affiné le concept, vous verrez, c'est révolutionnaire. Un concept qui marche parce que les chiffres sont indécents, bien évidemment. Ça ne bouge pas, ça. Avec Gégé Lopez, il a cru que son club serait en tête du classement. Il n'est même pas en tête du ventre mou. Normalement, les Bordelais sont champions du ventre mou. Le Girondin, Adrien Mathieu. Bonjour Adrien. Salut Florent, salut à tous. Alors je crois que nous devons passer un coup de gueule aujourd'hui puisque tu n'as toujours pas retrouvé ton compte Twitter. Oui voilà, toujours la censure, on me moleste, mais écoutez, je suis quand même ravi d'être là, c'est toujours un plaisir. Mais que fait Cédric O ? Cédric O, si vous nous entendez, faites quelque chose pour Adrien Mathieu. Un appel pour Monsieur O, effectivement. Ouais. Et puis Jacques Dorcel, on préfère ton frère, Marc Dorcel, qui est plus sympa quand même. Et nouveau coach pour le Méno, comme on l'appelle en Alsace. Ah, il a mis du temps à l'avoir, ce petit jeu de mots. Thomas Strasbourgeois-Muller, qui sera, bien sûr... Toujours à l'avare, bien sûr. Alors, petit rappel du concept. Chaque participant a 1 minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu, et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative, donc un carton jaune ou un carton rouge. Vous avez bien bossé ? On a connu mieux. Très studieux. D'accord. Il y a une ambiance, c'est le départ d'Olivier Perroux qui plonge le groupe dans le... Ah non, c'est l'avant-saison, là. On ne sait pas... Il y a eu des changements tactiques. Maintenant, il faut se remettre en place sur le terrain, là. C'est le jour J. Et on va commencer avec Adrien, le tacle d'Adrien. Je crois que tu as un appel pour nos amis du Ballon d'Or. Effectivement, mon plaidoyer du jour, c'est pour ce cher Karim Benzema. On aime le chauvinisme dans cette émission, et bien j'assume, l'attaquant des Bleus mérite d'avoir la récompense individuelle suprême, le Ballon d'Or. Au milieu des Jorginho, Messi et Lewandowski, il a une carte à jouer. On sait qu'avec lui, on aura toujours un peu de magie sur le terrain. Son contrôle à la Bergkamp contre la Suisse, époustouflant. Sa reprise de volée acrobatique face à Chelsea, bluffante. Sa frappe enroulée d'hier soir, magistrale. Que ce soit avec le Real Madrid ou la France, on peut toujours compter sur lui pour sortir son équipe du pétrin. Dans les gros matchs, il n'est jamais passé à côté. Il a marqué contre la Belgique, le Portugal, l'Espagne, Chelsea, le Barça ou encore l'Atlético. On parle d'un joueur capable d'être buteur et créateur, impliqué sur 48 buts en 2021, quand même, mais surtout on est devant un leader, une personnalité respectée de tous, capable de réveiller la flamme chez ses coéquipiers. Cette image saisissante d'un Benzema qui va encourager Mbappé à tirer un pénalty décisif contre la Belgique jeudi dernier prouve son implication totale et surtout son aura. Ce genre de geste n'est pas anodin et le Madrien démontre son rayonnement collectif. Alors je vous vois venir sur une éventuelle culture de l'instant, mais non, je suis un benzémiste convaincu depuis de nombreuses années. Pour succéder à Platini, Zidane, Copa et Papin, je le dis haut et fort, Benzema a cette envergure des grands du football français. Julien. Alors, je vais inventer un nouveau concept aujourd'hui. C'est à la fois un carton rouge et un tacle très légal que j'adresse à Adrien. Un tacle très légal parce qu'enfin, il nous explique entre les lignes que Deschamps a fait n'importe quoi en ne sélectionnant pas Karim Benzema pendant de nombreuses années. Donc ça, très bien. Et dans le carton rouge, ce sera pour mettre en avant cette parodie de trophée qu'est le Ballon d'Or, qui ne veut plus rien dire depuis 10 ans, qui est, je suis désolé Adrien de te dire ça, mais qui est un peu le trophée du footix aujourd'hui. Voilà, on voit qu'Enrico Chiesa n'est même pas, Federico Chiesa, pardon, n'est même pas dans la liste des 30 nommés.
c'est aberrant. Voilà. Par contre, il y a Neymar. Il n'y a pas besoin de dire plus par rapport à ce trophée. Il lisait d'ailleurs un très bon tacle du lundi, aussi en version Un écrite. excellent tacle. Julien me Adrien. rejoint totalement. Moi, ce sera un carton rouge, ce sera une commission de discipline, hein, parce que alors, quel est le palmarès de Benzema cette saison ? Cette prestigieuse Ligue des Nations. Voilà, magnifique. Moi, je pensais qu'on récompensait un joueur pour sa saison et pour son impact dans le collectif, un collectif qui gagne. Bah, si c'est pas un Italien qui a joué à Chelsea, je comprends pas. Enfin, Karim Benzema, oui, il joue très bien, il apporte enfin en équipe de France ce qu'on attendait de lui. Mais à part ça, voilà, le Real n'a rien gagné. L'équipe de France s'est fait sortir lamentablement en 8e de finale de l'Euro. Donc je vois pas pourquoi on devrait récompenser quelqu'un qui a fait partie d'une équipe de losers. Mais on va au stade pour des joueurs comme Benzema et pas pour des joueurs comme Jorginho, même si je respecte beaucoup ce milieu de terrain. On est quand même face à un individu qui est exceptionnel. Et après, je te rejoins aussi, Julien, sur le Ballon d'Or et ses incohérences. Ça va au-delà du cas Benzema. Forcément, quand tu vois qu'un Neymar est présent, on va pas se répéter, mais c'est juste sur une réputation. Or qu'un Chiesa, même s'il a moins de stats, il a tellement été important, impactant dans ce titre-là. Mais je pense vraiment que Benzema a une chance. C'est vrai qu'il y a des joueurs intéressants, mais il n'y a pas quelqu'un qui se détache. Et j'ai le sentiment que Benzema a un peu cette aura supérieure, et je me dis que pourquoi pas. Oui, c'est un peu une chimère parce qu'en 2018, on disait la même chose et Griezmann, qui avait gagné une Ligue Europa, me semble-t-il, et la Coupe du Monde, n'a pas eu le Ballon d'Or. Voilà, c'est toujours Messi, Ronaldo, quoi. Oui, tu dis Griezmann, mais souviens-toi aussi de Varane. Hein, les joueurs défensifs, depuis Cannavaro, c'est extrêmement dur. Il faut vraiment sortir du lot. Et c'est pour ça qu'un Jorginho, j'ai peur que malgré tout, cette espèce de discrétion ne lui porte pas chance. Alors qu'un Benzema, on le voit, hein, les buts partent pour lui. Ce qu'on peut dire, c'est que Karim Benzema a fait taire toutes les critiques et qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui veut le retour d'Olivier Giroud. Non, c'est ça. Et puis, Julien l'a dit, je n'ai jamais dit que Deschamps a eu raison de se priver ou l'inverse. Mais je pense qu'il y a eu un temps de l'équipe de France sans Benzema. Il y a eu une finale d'Euro et surtout un succès en Coupe du Monde. Maintenant, on a quand même vu son apport. Hein. Il est indéniable. C'était le meilleur joueur durant l'Euro. Cette Ligue des Nations, il a encore prouvé que voilà, il était vraiment supérieur à beaucoup d'attaquants. Donc, je suis très content de le voir revenir et je me dis qu'on a enfin le temps aussi de préparer la Coupe du Monde dans un an avec lui, de peaufiner les automatismes. Mission accomplie, Benzema en équipe de France, Julien ? Mission accomplie, je suis assez perplexe, notamment parce que là on vient de voir dans cette Ligue des Nations qu'on a battu deux grosses équipes sur le papier, à savoir la Belgique et l'Espagne, en vous rappelant qu'on n'avait pas notre meilleur joueur au milieu de terrain, N'Golo Kanté. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On arrête de jouer avec lui si on se dit qu'on a gagné contre deux grosses équipes sans lui ? La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, donc j'attends de voir face à la redoutable équipe du Kazakhstan dans un mois. Que nous dit la VAR ? Non, honnêtement, je pourrais toujours y avoir un débat sur Benzema. Fallait-il l'appeler à l'Euro ? Est-ce qu'il a déséquilibré l'équipe ou je ne sais quoi là, mais le débat avec Giroud étant terminé désormais, il a totalement sa place. Point barre, et voyons ce que ça donne par la suite. Julien a raison pour ça. On verra dans un mois face au terrible Kazakhstan. Puis Neymar, c'est le Ballon d'Or, mais en un seul mot. DERT. Voilà, bravo Julien, merci. Merci. Il y en a un qui suit, heureusement. Hein. Vous voyez, c'est un peu les grosses têtes. Hein. Donc voilà, je suis Philippe Bouvard. Alors je vais prendre le relais pour mon tacle, puisque vous avez vu que nous avons gagné une superbe coupe. On est très heureux. Alors une coupe à la maison, comme l'a titré l'équipe. Les Champs-Élysées, me semble-t-il, hier, ont été envahis pour fêter ce succès absolument remarquable. Vous avez vu que Mbappé, Griezmann se sont couverts des drapeaux bleu, blanc, rouge pour fêter ce magnifique titre. Hein. Alors je trouve que quand même il y a une hypocrisie incroyable. C'est-à-dire que quand l'équipe de France n'est pas en finale et ne gagne pas, c'est une coupe en bois. Donc quand le Portugal a gagné la première édition, on se moquait de cette coupe en disant c'est vraiment n'importe quoi. Ça n'a aucun intérêt. La vraie compétition, ce sera l'Euro. Bon, on a vu. Hein. Donc nous, on s'est craché à l'Euro, mais on a gagné la Ligue des Nations. On est très contents. Alors on a vu les photos des joueurs avec la coupe, alors que c'est en gros des matchs amicaux un peu surclassés, surcotés. Voilà, et c'est terrible d'avoir de tirer des enseignements sur deux matchs, dont en plus une mi-temps catastrophique contre la Belgique, et de croire que tout est oublié et que tout est pardonné et que l'Euro n'a pas existé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Noël Le Graët qui faisait des grands sourires à Deschamps, lui faisait des clins d'œil en genre « Ah, t'as vu hein ?
Bon, tu t'es raté à l'Euro, mais tu as gagné une coupe, donc c'est bon, on repart pour un an. Enfin, moi, je trouve ça grotesque. C'est une sous-coupe. Ça, en plus, ça dévalorise les autres titres. Mais bon, comme on va avoir une Coupe du Monde tous les 2 ans grâce à Wenger. grâce à l'horrible Arsène Wenger, on va s'habituer en fait à des coupes qui n'ont aucun intérêt. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Julien ? Moi, ce sera un carton jaune, Florent. Alors, je suis d'accord sur le côté coupe en chocolat de la Ligue des Nations. La France, moi, je trouve qu'elle reste un petit pays de football. Et c'est ce genre de compétition qui, malheureusement, nous permet aussi de briller et de se réjouir. Si, parce que on a des clubs en Coupe d'Europe qui ne réussissent pas à de très bonnes performances. Bon, on a dernièrement une équipe de France qui a été plutôt bonne, qui a eu de plutôt bons résultats, mais on a tellement finalement peu de moments de se réjouir qu'il ne faut pas pleurer, il ne faut pas dire non à ce type de victoire en fait, je pense. Même si, encore une fois, cette coupe pour moi ne représente rien, qu'il y a beaucoup de nations qui sont servies, notamment l'Espagne, pour faire tourner un collectif, pour injecter de nouveaux joueurs. Nous, on ne l'a pas fait, la Belgique ne l'a pas fait, l'Italie ne l'a pas fait. Voilà, il faut quand même se dire qu'on a gagné ce trophée-là face à 3 autres très beaux collectifs. Bon, certes, ils ne jouaient pas tous de la même façon, mais bon. Non, mais ça me rappelle, vous savez, le PSG, quand ils communiquaient sur le quintuplé, parce qu'ils mettaient le trophée des champions. Enfin, c'est ridicule. Bon, Adrien, je réponds pas à Julien parce qu'il me désespère. C'est vrai que cette Ligue des Nations, elle est paradoxale parce que si t'es chapeau A, t'as cet intérêt d'aller au Final Four, de gagner un titre. T'es chapeau B et C, t'es dans un ventre mou immense et l'intérêt, il est vraiment risible. C'est vraiment, tu dois travailler sur 4 à 5 ans pour accéder à l'élite. Par contre, c'est vrai que si t'es une petite nation, t'es chapeau D, là t'as une place qualificative pour l'Euro. Donc au moins, cette Ligue des Nations, c'est un peu une chance pour des petites sélections. Je pense notamment à la Macédoine du Nord, qui est dans ce cas-là. Après, oui, ça fait un titre en plus. Moi, je vois plutôt des symboles. Le premier titre international de Benzema, les frères Hernandez réunis, la formation bordelaise, Koundé et Tchouaméni, un premier titre pour ces jeunes. C'est bien aussi, ça a permis de préparer l'avenir. Après, oui, je pense que tu as un peu raison, on en a fait des caisses, on a un peu un discours hypocrite parce que le Portugal, quand ils l'ont remporté il y a quelques années, on s'en foutait, on n'en parlait quasiment pas. Et là, maintenant, c'est vrai qu'on communique beaucoup dessus. Hein. On est la seule équipe à avoir remporté Coupe du Monde, Euro, Coupe des Confédérations et Ligue des Nations. Donc voilà, on surjoue un peu sur ça. Maintenant, voilà, je pense que cette compétition, ça a permis de travailler un peu notre nouveau système, cette défense à 3 qui est à parfaire. Mais au moins, ça permet de se projeter sur le Qatar avec un peu d'optimisme, mais quelques craintes quand même sur... j'ai l'impression que ce qui faisait la force de Deschamps, c'est-à-dire cette espèce de sérénité défensive absolue, a quand même disparu. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra la retrouver, surtout si on l'aura retrouvée pour l'échéance au Qatar. Là où je te rejoins un petit peu, c'est que certes c'est une coupe en bois, mais si la France prend 4-0 contre la Belgique et on était parti là-dessus, il y aurait eu des conséquences assez énormes, je pense, sur Didier Deschamps. C'est sûr, c'est vrai qu'il n'est pas passé loin, mais voilà, c'est un sélectionneur qui est béni des dieux, qui a une immense chance, et peu importe ce qu'il peut faire, hein, on peut le voir, il peut compter sur des joueurs d'exception pour le sortir de ce mauvais pas. Et je pense que sa réaction sur le 3e but face à la Belgique en dit long un peu sur cette forme de soulagement, parce que ça reste quand même un immense compétiteur, un gros gagneur, et ça faisait longtemps que ça lui avait échappé, et d'ailleurs on l'a remarqué, hein. Je crois qu'à part la Finlande, l'équipe de France a toujours encaissé le premier but, ça remonte je crois que le match contre l'Allemagne où ça s'était pas passé, du coup forcément ça interpelle. Une équipe à réaction. Exactement. Et comme disait Julien avant l'enregistrement, je brise le off, l'équipe de France a tout gagné mais pas la Copa América. Non. Mais le Qatar a été invité à la Copa América, donc c'est un appel... La VAR n'a rien à dire ? Non, c'était très juste, je trouve. Après, je trouve qu'on en attendait ni grand-chose et on n'a pas non plus boudé notre plaisir hier. Je pense que le match était intéressant. On a vu surtout un très beau but. Ça confirme quelque chose, comme tu dis, ça ramène les Hernandez. Il y a quand même quelques enseignements intéressants et c'est mieux que des matchs en bois amicaux. Même si ça reste des matchs en bois. Voilà. Bon, c'est un peu mieux, c'est un peu plus qualitatif. Mais le calendrier est pas du tout visible, quoi. Là, on joue la Ligue des Nations, mais dans un mois, on refait les qualifs pour la Coupe du Monde. Enfin, c'est vrai que le calendrier est toujours très très compliqué. On le voit, le football de sélection, c'est une plaque tectonique qui va rentrer en collision avec les clubs, et on peut voir que les Sud-Américains, les Monégasques, les Lyonnais ne pourront pas compter sur Paqueta et Maripane, par exemple. Et ça, je trouve ça vraiment injuste. Mais en même temps, je me dis aussi, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une époque, on avait ce fameux match amical en bois du mois d'août. Tout
à fait. Vous savez, qui Oui. tombait un mercredi, et ça, je me souviens, c'était tout le temps des purges. Celui-là, on l'a enlevé, mais qu'est-ce qu'on a récupéré derrière? Voilà, c'est toujours ce juste milieu qu'il faut trouver. Merci. Alors, c'est notre ami Julien Rebucci qui va tacler, je crois, les jeunes, parce qu'il n'aime pas les jeunes. Julien Rebucci est Non, vieux. non, hein. c'est pas ça. C'est plus subtil que ça, mon cher Florent. Désolé, je ne suis pas subtil, contrairement à vous. Non, ce qui m'a interpellé dans cette compétition apathique qui a été la Ligue des Nations, c'est l'éclosion de ce jeune Gavi dans l'équipe espagnole. Excellent joueur, rien à dire. Mais glorifié après ces 2 matchs, alors qu'il a 17 ans, moins de 10 matchs en Liga. Je mets évidemment pas du tout son talent en cause, mais c'est plutôt en fait tout ce qui entoure cette glorification qui me fait un petit peu peur. Nous, on a eu l'exemple assez récent avec Eduardo Camavinga, qui, je crois qu'il avait mis un but lors de sa première sélection avec l'équipe de France, et qui derrière avait connu une traversée sombre pendant toute la saison. Il était même plus titulaire dans son club à Rennes. Je pense qu'il faut faire attention. Les sélectionneurs et les médias et tout l'entourage footballistique a quand même un rôle, une responsabilité dans le développement de ces jeunes joueurs, ces très jeunes joueurs, parfois qui n'ont même pas 18 ans. Quand on est sélectionné, on sait qu'on peut demander plus d'argent, un meilleur contrat, etc. Mais on n'est absolument pas garanti de réussir. Un autre exemple, on n'a pas arrêté de parler ce week-end de la 50e sélection, je crois, de Mbappé, qui a 22 ans, donc est sur des bases pour exploser le record de Lilian Thuram. Oui, je me rappelle que moi, quand j'étais petit, des joueurs qui à 17-18 ans commençaient le football à ce niveau-là, il n'y en avait pas, quoi. On arrivait en sélection à 21, 22, 23 ans, pas avant. Il y avait moins de matchs aussi. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup moins de matchs, ça c'est à voir, mais on a aussi eu l'exemple de très jeunes joueurs qui se sont cramés en France. Paganelli n'a pas réussi à transformer son très prometteur début de carrière en quelque chose ensuite de cohérent sur la longueur. Donc je dirais attention à ce jeunisme décomplexé, attention à nos éventuels actes manqués, pour faire un petit coucou à Jean-Jacques Goldman qui fête ses 70 ans aujourd'hui. Et à sa plus grande fan, Mathilde Gardin, qu'on salue. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Julien. Je vous rappelle que l'équipe avait titré le successeur, en parlant de Johan Gourcuff, que le Parisien avait dit est-il le nouveau Zidane, en parlant de Marvin Martin. Donc les emballements, il faut toujours faire attention. C'est pas parce qu'on réussit 2 matchs ou une demi-saison qu'on est le futur génie. Voilà, je pense qu'il y a des exceptions. Mbappé est une exception, c'est-à-dire que c'est un jeune espoir brillant, talentueux, qui a confirmé dans les grands matchs et sur plusieurs saisons, et que c'est assez rare. Je parle sous le contrôle de notre spécialiste, le vrai spécialiste, le seul, Adrien. Non, c'est vrai, tu l'as dit. Je pense que Mbappé et Haaland, c'est 2 exemples de ces jeunes joueurs sur qui on avait une forte attente et qui ont su démontrer que voilà, ils étaient un peu de cette trempe-là, mais de tout temps. On a eu les 2 Ronaldo, le Brésilien, le Portugais, on a eu Messi. Et c'est vrai qu'un jeune joueur qui confirme, c'est rare, c'est-à-dire quand il confirme vraiment dans la régularité, dans les performances de très haut niveau. Tu l'as dit, l'exemple de Camavinga, je pense que il faut surtout pas l'enterrer au Real Madrid. Je pense qu'il a peut-être trouvé le bon moyen de se relancer, peut-être repasser aussi par la case équipe de France Espoir, reprendre confiance, faire du temps de jeu. Après, tu l'as dit, Gavi, je pense que c'est aussi quelque chose assez à part. On a déjà eu l'exemple de Pedri qui a enchaîné 70 matchs à 18 ans. Gavi, c'est plus, je pense, un espèce de coup de poker de Luis Enrique qui a voulu démontrer qu'il était un peu le patron face à la presse, qui était vraiment celui qui dirigeait. Et c'est vrai que la performance de Gavi hier soir lui donne raison, parce que c'est un jeune joueur qui a déjà une mobilité, une assurance, une maturité qui sont bluffantes. Mais attention, tu l'as dit, à pas aussi cramer ces jeunes joueurs, à pas les envoyer trop tôt à l'abattoir, que ce soit sur même l'aspect médiatique. C'est vrai qu'on peut en faire des caisses sur analyse, mais ça reste des grands adolescents, donc il faut faire la différence, je pense. Lavar. Non, je n'ai rien à signaler, rien à dire. Vous faites l'unanimité, Julien, pour une fois. Il va falloir s'y faire cette saison, je vais faire l'unanimité. D'accord, mais vous allez être vite expulsé, parce que nous, on veut du clash, on veut pas être d'accord avec toi, parce que sinon, on s'ennuie, quoi. Non, mais là, attendez que je réétudie le cas Didier Deschamps. Il y a 2 cas, cas Didier Deschamps et Marco Verratti. Oui, alors je ne parlerai pas des déclarations de la presse transalpine sur Marco Verratti.
Mais j'ai lu des choses ahurissantes. Oula, c'est peut-être pour la semaine prochaine. Peut-être pour la semaine prochaine, pardon. Quel teasing. Il est magnifique. Comme dirait Stéphane Guy, 2 minutes de bonheur en plus. c'est le temps additionnel. Alors, le temps additionnel nous amène très très loin puisqu'il n'y a pas de match de l'équipe de France cette semaine. C'est un Lyon-Monaco. La semaine prochaine, samedi 21h sur Canal+, décalé, c'est-à-dire une chaîne très très loin dans votre bouquet, puisque la Ligue 1 n'a plus les faveurs de Canal, ni d'une chaîne connue, puisqu'il faut lutter pour voir des matchs de foot. Donc on va pronostiquer ce match entre deux prétendants au podium, pas au titre, on est d'accord, mais au podium en tout cas, et on va commencer par Thomas, tu dois nous donner ton pronostic. J'aurais presque envie de dire assez naturellement Lyon, vu la forme du moment, mais j'apprends que Paqueta ne sera pas de retour, c'est ça ? Normalement. Et bien, sans Paqueta, peut-être qu'un match nul alors. Je vais dire match nul. Je partage totalement l'analyse de Thomas, parce que Paqueta, c'est le maître à jouer de l'OL, qui a encore pris plus de responsabilités depuis le départ de Memphis Depay, et surtout, j'ai vu Monaco détruire Bordeaux, tout simplement. Une montée en puissance de cette équipe monégasque qui doit digérer encore son absence en Ligue des Champions après être passé tout près de la qualification face au Shakhtar Donetsk. Donc avec en plus un Tchouaméni, un Ben Yedder couronné, un Voland qui revient bien, je vois Monaco aller chercher le match nul à Lyon. Au pire, il reste Monet-Paqueta. Saint-Etienne, c'est pas très loin. Julien ? Non, moi, ce sera une victoire lyonnaise. Je pense que Peter Bosz est le meilleur coach de Ligue 1 de loin. Et que l'absence potentielle de Paqueta, qui est peut-être le meilleur joueur de Ligue 1 depuis le début de saison, il saura en faire fi. Et je ne vois pas aujourd'hui Monaco avec assez de certitude pour contrer le collectif qui a réussi à mettre en place Peter Bosz. Et il n'a pas eu beaucoup de facilité au départ. Le début de saison a été très très compliqué. Il a mis un coup de gueule. Et pour une fois, j'ai l'impression que le directeur sportif et le président de l'Olympique Lyonnais a écouté plus l'entraîneur que les joueurs. Donc tant mieux que ça continue. Je crois que vous n'avez pas vu la deuxième partie de début de saison de Monaco, qui revient en très grande forme, contre Bordeaux notamment. Ah oui, c'était violent. Donc moi, je vais dire, parce que moi, j'ai même donné le score. En toute objectivité, Florent ? 2-1 pour Monaco, avec un doublé de Ben Yedder. Voilà, vous l'aurez entendu ici. Ben Yedder était dans la sélection, là, on est d'accord ? Oui, mais il n'a pas joué. Bon. L'euphorie du moment, on va te suivre. C'était le premier tacle du lundi de cette saison 2021-2022. Donc on se retrouve tous les lundis, sauf s'il y a de la Ligue des Champions, s'il y a de l'équipe de France, on s'interdit rien. C'est le groupe vit bien, depuis qu'Olivier Perrou est parti, le groupe vit mieux. Donc on se retrouvera. Voilà, on se retrouvera avec grand plaisir. Merci à tous. Connectez-vous sur les différentes plateformes pour écouter tous les podcasts du Point, parce qu'il y a une offre pléthorique. Tout à fait. Et on peut aller sur Apple Podcast, on peut aller sur YouTube, Spotify, partout. Et le point.fr, évidemment. Dites-le à vos amis, parlez-vous autour de vous. Oui. Voilà. Prêchez la bonne parole. Faites peut-être même des sessions d'écoute podcast ensemble, en respectant les gestes barrières, bien sûr. Et participer au succès indécent de ce podcast. On le répète, les chiffres sont absolument remarquables. On est 5e en France, c'est ça ? Non, on ne peut pas s'engager sur des chiffres, Julien, quand même, parce que l'escroquerie va se voir après. Donc merci, et comme dirait l'autre... Au revoir, et à la semaine prochaine. Au revoir. Le Point.